La question sur les débats ou la question sur la révision constitutionnelle refait surface. Se bouscule, les débats se multiplient dans plusieurs salons politiques. Nous allons essayer aujourd'hui encore d'analyser cette question avec M. Oscar Moubiaï, qui est juriste, qui est avocat, qui a plusieurs casquettes. En tant qu'avocat juriste que nous allons parler sur la révision constitutionnelle. Bienvenue, M. Oscar Moubiaï. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors ici, on vous reçoit en tant que juriste, pas en tant qu'avocat, parce que l'avocat, mais vous engagez, vous analysez en tant que juriste aussi, en tant que praticien du droit. La révision constitutionnelle, le chef de l'État a jeté maintenant le pavé dans la mare. Aujourd'hui, la classe politique congolaise est divisée sur cette question. Mais écoutez, la classe politique est divisée sur la question déjà de la révision constitutionnelle. Moi, je ne prône pas la révision constitutionnelle, je prône les changements constitutionnels. Changement. La différence entre la révision, c'est qu'on maintient la même constitution, on bouge quelques articles. Alors que le changement, on déchire cette constitution, on passe à une autre. Et donc, de la 3e République, on passe à la 4e République parce que le changement des régimes entraîne nécessairement le changement de République. Et donc, pourquoi doit-on changer la Constitution, me demanderez-vous. J'estime, à mon humble avis, que l'expérience du régime dit semi-présidentiel a forte connotation parlementaire. En Première République, conflit Kasavubu-Lumumba, avec le régime parlementaire, ça n'a pas fonctionné. Et M. Kasavubu a révoqué M. Lumumba alors qu'il avait la majorité au sein du Parlement. Tout ça, cacophonie, régime parlementaire. On a pensé qu'avec cette constitution, c'est l'argument qui revient, que c'était pour tirer l'expérience du passé, qu'on n'ait plus de conflits. Or, en voulant éviter les conflits, on a mis en place une constitution conflictogène en ce que le régime parlementaire, ça ne tient pas. Quand vous prenez la crise FCC Cash, c'est quoi? C'est toujours le régime parlementaire semi-présidentiel, mais à tendance parlementaire trop marquée. Qu'est-ce qui est dit dans notre article 90 ou 90? Que le président de la République, le gouvernement, définit la politique du gouvernement en concertation avec le président de la République. Question, s'il n'y a pas de concertation, on fait quoi? Dans un régime semi-présidentiel, quand le président n'a pas la majorité au Parlement, il faut la cohabitation. Est-ce que la cohabitation peut-elle réussir dans notre culture et dans notre mentalité? On a eu les divorces FCC Cash. Et le régime semi-présidentiel n'existe au monde qu'en France, où on a copié. Après, on vous dira que la constitution congolaise n'est pas la petite sœur de la constitution française. Ça, c'est bon à dire, mais c'est... Alors, vous proposez quoi? Pour vous, vous voulez qu'on change cette constitution, qu'on mette quoi des mieux? Parce que aujourd'hui, même si vous mettez la meilleure constitution au monde, aussi longtemps que vous n'avez pas encore fomenté les esprits ou les têtes congolaises, ça sera difficile. L'erreur que l'on commettrait, c'est de penser que, c'est ça l'erreur socratique, de penser que quand l'homme est bon, il suffit qu'on montre à un homme le bien à faire, il le fera nécessairement. Non. Il faut qu'on ait un esprit que l'homme, comme Rousseau le disait, n'est pas nécessairement né bon. Qu'il faut mettre les garde-fous pour l'empêcher à aller à sa tendance de perversion. Voilà, pour cela, il faut mettre des bons textes et non pas les textes conflictogènes. La constitution que nous avons en place met en place un régime dit semi-présidentiel. Je propose qu'on quitte du régime dit semi-présidentiel, qu'on aille carrément au régime présidentiel. Après, on va vous dire qu'avec Mobutu, nous avions un régime présidentiel, ça n'a pas marché. Non. Tout régime peut dégénérer. Le régime présidentiel ne veut pas dire, parce que l'on confond le régime présidentiel avec dictature.
Nous avons les États-Unis d'Amérique, ils ont un régime présidentiel. On ne dira pas que les États-Unis, c'est un régime dictatorial. Oui, parce que les États-Unis sont matures. Voilà pourquoi. Ça reste le présidentiel. Dans des nations où il n'y a pas de maturité, ça risque de se dévier. Au lieu de vivre le régime présidentiel, on va vivre le présidentialisme. Ok, très bien. Je note avec vous, et vous avez raison, que le politicien congolais n'est pas mature. Ce n'est pas d'ailleurs vous qui le dites seulement. M. Wade l'avait déjà dit. Très bien, parce qu'il n'est pas mature. Je ne parle pas de Congolais, mais je parle des Africains en général. Bah, chez la salle. Allez-y. C'est pour ça qu'en Afrique, ça ne marche pas. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on met en place? Quand vous avez un régime présidentiel, c'est le régime où on parle de la séparation nette des pouvoirs. Alors, quand vous avez un régime semi-présidentiel qui oscille vers le présidentialisme, quand on a l'homogénéité de majorité entre présidentiel et parlementaire, le régime a une tendance présidentielle. Quand il y a la cohabitation, a une tendance parlementaire. Maintenant, vous parlez de la maturité. Deux choses très rapidement. La première, c'est que quand vous prenez l'article 78 de notre Constitution, dit que le président de la République nomme et met fin aux fonctions du Premier ministre sur sa démission. Quand on n'a pas de maturité de culture, on va refuser de démissionner pour mettre le pays en difficulté. Et le Kambala fait. Alors que dans un régime présidentiel, nous n'avons pas ce problème. Donc, tous les régimes ont leurs défaillances, ont leurs dérives. Vous avez dit que le régime présidentiel dégénère en présidentialisme, mais le régime parlementaire dégénère aussi en parlementarisme. La France a quitté le régime parlementaire sous la 4e République pour passer à un régime dit semi-présidentiel qui est en réalité un régime hybride qui épouse les mécanismes du régime parlementaire et les mécanismes du régime présidentiel. Donc je vous ai démontré que la démission, ce n'est pas la culture africaine. Dans un régime semi-présidentiel, quand le président a la majorité, il va gouverner. Quand il est en cohabitation, il doit être un monarque qui règne mais sans gouverner. Ce qui ne coïncide pas avec notre maturité, plutôt mentalité. Parce que chez nous, le roi règne. Mais en Occident, la monarchie, on a limité ce qu'on a appelé l'absolutisme étatique. Donc on a limité les pouvoirs du roi. L'on a dit en monarchie, toute l'Europe est monarchique, sauf la France. Et on a dit, le roi doit régner et non pas gouverner. On a diminué ses pouvoirs. Alors que la France a dit, cet homme doit vivre ou régner. Ils ont tué le roi. Maintenant, vous avez compris que nous, dans notre culture, le roi africain n'est pas fait pour régner sans gouverner. Alors, comment voulez-vous faire d'un roi qui règne sans gouverner? C'est le régime parlementaire. Mais comme on n'a pas voulu totalement le régime parlementaire, la France n'a pas voulu ni le régime parlementaire totalement, ni le régime présidentiel totalement. Il a pris les mécanismes du régime présidentiel, l'élection du président de la République au suffrage universel, pour que le président ait de pouvoir. Donc, la 5e République, avec De Gaulle, ça n'a pas été conçu pour un roi qui règne sans gouverner. De Gaulle voulait gouverner. Et donc, on est passé au régime présidentiel. Et maintenant, ça dépend du tempérament. Quand vous avez un tempérament d'un président qui ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir, comme sous Pompidou, vous verrez que le Premier ministre va être en vue. Comme chez nous, Lumumba était en vue. Kassabou était ce qu'il était. Vous avez eu sous le régime Kabila. Matata. On a vu Matata. Matata a été effacé par rapport à Kabila. Est-ce que sous le régime Kabila, on pouvait parler? Donc vous avez compris que avec le régime... Et sous Tshisekedi, le président est très en vue que le Premier ministre. Mais parce qu'on a l'homogénéité de la majorité.
Oui, mais il est très en vue alors que c'est semi-présidentiel. Et c'est lui qui engage au quotidien l'État, c'est le Premier ministre. Il devait beaucoup plus être vu. Sama Lukonde était très effacé. Mais c'est une mauvaise lecture. Effectivement, et la Première ministre Judith Suminwa très effacée. Mais c'est une mauvaise lecture du régime par nos constitutionnalistes. Parce que le régime semi-présidentiel n'a pas été conçu pour que le président soit effacé. Dans un régime semi-présidentiel, on l'a conçu que pour le président dirige. Là, vous avez un binôme dans les semi-présidentiels pour diriger. Mais c'est pour que le président dirige. C'est pour ça qu'on dit de président de la République. Dans un régime dit semi-présidentiel, il est qualifié des clés de voûte du régime. Donc le régime semi-présidentiel n'a pas été fait pour que le président ne dirige pas et soit effacé. C'est pour ça que le président est élu au suffrage universel. C'est donc lui qui a la légitimité du pouvoir. Mais voilà, dans la mentalité, on pense que le régime semi-présidentiel devrait faire qu'à ce que le président soit effacé, c'est une mauvaise lecture. Et l'on pense qu'on doit rééquilibrer les pouvoirs pour donner au président Tshisekedi beaucoup plus de pouvoir, alors que la Constitution actuelle lui en donne déjà beaucoup. Donc ce n'est pas ça. Donc ceux qui disent qu'il veut reviser la Constitution ou la changer pour qu'il ait le pouvoir, ils se trompent. La réalité, c'est qu'on nous a mis un monstre qui n'a pas de visage, c'est cette Constitution-là. Je vous donne un cas. Deux cas très rapidement, dont le chef de l'État a parlé. Prenons, on dit que le président de la République, vous venez de le dire, c'est le gouvernement qui définit la politique gouvernementale en concertation avec le président de la République. Je vous pose maintenant une question. Quand vous êtes en cohabitation, vous avez la majorité FCC au Parlement et vous avez le président qui est de notre bord, donc de l'Union sacrée. C'est le gouvernement qui doit définir la politique de la nation en concertation. Et s'ils ne se mettent pas d'accord, crise totale. Crise totale. S'ils ne se mettent pas d'accord. Je vous ai déjà indiqué le cas de président nomme et met fin aux fonctions du Premier ministre. Sur sa démission, il refuse de démissionner parce qu'il n'a pas la culture de démission. Quand il ne se met plus d'accord avec le chef de l'État, quand on ne se met plus d'accord avec le chef de l'État, on doit démissionner. Crise totale. Vous prenez les gouvernements provinciaux. Les retours sur expérience, les gouverneurs de province, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Des motions de censure qui finalement on a appelé même des motions alimentaires. Donc instabilité institutionnelle de nos provinces. Vous allez me demander, mais quel est le rapport entre changement de la Constitution et le développement du pays? Mais comment on va développer les pays quand les provinces ne fonctionnent pas? Parce qu'il y a des crises d'instabilité. Est-ce que d'abord, c'est une priorité? C'est une priorité des priorités. La priorité des priorités, c'est d'abord le social. La priorité des priorités, c'est la situation sécuritaire dans l'Est. Alors aujourd'hui, si vous voulez toucher à la Constitution alors que les sociales ainsi que la situation sécuritaire ne sont toujours pas résolues. Très bien. Alors, donc, quel est le rapport entre le changement de la Constitution avec le social du pays? Quel est le rapport entre le changement de la Constitution avec la sécurité du pays? Commençons par le social. Qui résout le social? Nous sommes dans un État dit décentralisé. Fortement décentralisé. Bon, très bien. Unitaire, fortement décentralisé. Ce qui est faux d'ailleurs. Ce qui est faux parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'on a mis en place comme forme de l'État dans cette Constitution. Forme de l'État unitaire, fortement décentralisé. Non. Je vais vous démontrer que, parce que ça, c'est scientifique. Nous n'avons pas inventé. Et les Congolais cherchent à inventer la roue. La Constitution qui a été mise en place, je me demande, parce que finalement on dit que la Constitution ce n'est pas un problème seulement des juristes. Oui, tout le monde est invité pour donner les idées, mais quand il faut formaliser les idées, ça devient un problème des juristes, à traduire les idées en actes. On parle d'un régime décentralisé, la répartition des compétences entre les entités décentralisées et l'État, le pouvoir central, ça s'est défini dans une loi. Là, on parle d'un État décentralisé. Je comprends maintenant pourquoi vous dites fortement décentralisé. Parce qu'on veut glisser vers le régionalisme. Et le régionalisme, la différence avec décentralisation, c'est par rapport au fait que la répartition des compétences pour un État régionalisé, la répartition se fait dans la Constitution. Et donc, nous, on a pris la répartition des compétences entre les entités dites décentralisées, qui ne sont pas entités décentralisées, mais on les appelle comme ça.
On a mis cette répartition dans la Constitution. Donc ce n'est plus la décentralisation, c'est le régionalisme. Très bien. On a mis en place le régionalisme. Sauf que ça ne fonctionne pas. Quand vous dites que le social... Mais jusque-là, la Constitution n'a pas parlé clairement du régionalisme. La Constitution, dans la manière de fonctionner, des provinces, vous sentez que c'est une décentralisation. Il n'y a pas de régionalisme là. Non, mais on tend vers le régionalisme sans être régionalisme. C'est tout ce flou-là qu'il faut éviter. Parce que quel est le but d'une constitution? C'est de déterminer les compétences des pouvoirs publics, leur répartition et comment ça va fonctionner. Et donc, la constitution définit les cadres de fonctionnement. Et donc, quand vous me dites quel est le rapport entre la constitution et le social, le rapport est que c'est la constitution qui définit la forme de l'État que l'on estime le mieux adaptée pour répondre au social. En l'espèce, on parle de décentralisation ou de régionalisme. Sortons de l'académique sur la terminologie. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que les entités décentralisées, quand vous êtes ici à côté à Matadi Bas-Congo, 40% des répartitions de richesses, c'est réattribué à la province qui doit prendre... Pourquoi décentralisation? C'est pour que les gouvernements provinciaux prennent en charge les besoins, plutôt les besoins locaux. On est bien d'accord. Sauf que quand, dans notre culture d'abord, quand vous avez un pont qui est cassé à Kassangoulou, et on n'arrive pas à passer, au lieu d'interpeller les gouverneurs de province, on interpelle les chefs de l'État. Donc, culturellement, c'est déjà pas notre mentalité. Deuxième raison, la décentralisation. Je vous ai dit que quand le gouverneur de Bas-Congo, prenons maintenant le gouverneur de Kinshasa, il a eu depuis du Libyen, Kinshasa et Sal, on doit lire le gouverneur. Est-ce qu'il peut révoquer le gouverneur? On ne peut pas le révoquer, le gouverneur. Sauf que, non seulement on ne peut pas le révoquer, pourquoi? Parce qu'il a été élu. Si le peuple ne veut plus de lui, il faut attendre le prochain mandat pour les sanctionner aux élections. Mais le gouverneur, ce sont les provinces et ce sont les députés provinciaux. Ok, les députés provinciaux. Oui, qui peuvent mettre fin à... Par une motion de censure. Par une motion de censure. Ok, très bien. Et nos motions de censure ont entraîné quoi? On a dit que ce sont des motions alimentaires. Là, c'est ce qui a entraîné alimentaire. Et puis, à côté de ça, on a considéré qu'il y a la tribalisation. La constitution congolaise a mis en place une tribalisation du pays. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les provinces? On vous dit que les gouvernements provinciaux doivent tenir compte de la représentativité provinciale. Qu'est-ce que ça veut dire représentativité provinciale? Le poids. Le poids des tribus. Alors maintenant, si une tribu n'est pas au gouvernement, cette tribu est frustrée. On dit que les gens de Maniama ne sont pas au gouvernement, ils sont frustrés. Et le cardinal archevêque va vous dire quand on est frustré, on prend les armes. Vous voyez les rapports entre... Non, ça c'est grave, le cardinal n'a jamais dit ça. Hein. Ça, ce sont des fausses accusations. Alors, ça c'est vous qui dites. À tous les mois, il a dit que ce qui entraîne des rébellions, c'est la frustration. Il a dit ça? Vous pouvez vérifier ses propos. Bon, c'est à vérifier. Il dit la frustration. Alors, donc, autre chose, vous avez compris maintenant que pour éviter tout ça, nous avons l'expérience qui a fait fonctionner dans le passé. Vous avez M. Mobutu qui prenait un gouverneur de Bas-Congo, il l'envoie au Katanga et on a eu des grands gouverneurs. Dans ces régimes, ce n'est plus possible. Donc non seulement que ça ne marche pas par rapport à l'instabilité institutionnelle, mais aussi et surtout, l'on a mis le président de la République peut révoquer un gouverneur. L'article 198 de la Constitution. Comment dans un régime dit décentralisé, quelqu'un qui a été élu par le peuple peut être révoqué par un individu? Ce n'est pas possible. Voyez-vous, tout ça, ce sont des dysfonctionnements. Et donc, les régimes dits semi-présidentiels... La Constitution actuelle dit que le président peut mettre fin à un gouverneur. Oui, l'article 198. La Constitution. Ça dit quoi? Que le président de la République peut, en cas de crise persistante... C'est en cas de crise persistante. Mais d'accord. La crise persistante, c'est un cas exceptionnel. Qui? C'est un cas exceptionnel. Alors, qui dit qu'il y a crise persistante? C'est en cas de crise persistante entre
l'Assemblée provinciale et les gouverneurs. Et cette crise persistante est constatée. Et là, le président de la République, en tant que garant des fonctions, mais c'est dans quel système au monde que ça il existe? peut certainement mettre fin. Dans quel système au monde ça existe? Un monsieur qui a été élu par le peuple se voit révoqué par un individu. Où est la souveraineté du peuple? Non, mais avant qu'il ne soit révoqué, c'est qu'il y a une crise entre lui et l'Assemblée provinciale. C'est que l'Assemblée provinciale veut à tout prix la tête du gouverneur et que le gouverneur refuse. Là, il y a une crise. Dans ce cas, le président de la République, pour réguler les institutions, il pourra mettre fin. Vous connaissez un système au monde, vous pouvez me citer un seul pays au monde où cela fonctionne? Non, mais ça, c'est la RDC. Ah oui, c'est notre constitution. On aurait bien voulu que la RDC... Et il faut qu'on soit un peu particulier. On aurait bien voulu que ça puisse être une invention qu'on invente, mais que ça puisse marcher. Donc, il faut arrêter dans un pays qui n'a pas beaucoup de moyens, qui est jeune et qui invente des choses qui ne marchent pas. Quand, en cas de vacances ou empêchement du président de la République... C'est le président du Sénat. C'est le président du Sénat et qui organise l'élection dans combien de temps? Dans 60 jours. 60 jours. À l'extrême, 90 jours. Renouvelable. Est-ce que vous pensez qu'on peut organiser les élections au Congo, les élections présidentielles, dans 60 jours, avec quel budget? Ce n'est pas possible. Vous prenez, vous dites, bon, il faut consolider la Constitution pour qu'on ne la bouge pas trop. Je vous fais remarquer pour ceux qui disent non au changement actuellement, qui étaient pour oui hier. En 2011, ils ont changé la Constitution en violation de la Constitution en elle-même. Ils ont changé. Ils n'ont pas changé. Ils ont révisé. Bon, la terminologie révisée... Ils ont révisé. Ils ont touché certaines dispositions. Je vais vous démontrer qu'ils ont changé la Constitution. La Constitution reste telle qu'elle depuis 2006. Non, elle n'est plus. Elle a été vidée de son sens. Vidée comment? Vidée, c'est vous les politiciens qui veulent vider la Constitution. Moi, je ne vous parle pas en politicien. Je vous parle en technocrate. Allez-y. Bon, je vous démontre. Les termes, ça ne veut rien dire. C'est comme quand on parle du référendum qui a permis l'adoption de cette Constitution. On dit référendum. Moi, je mets tout constitutionnaliste congolais à défi de venir me démontrer qu'il y avait eu référendum. Ce que vous appelez référendum... Il n'y a jamais eu référendum? Non, c'est... Il y a eu quoi? Je vais vous répondre. Il y a eu plébiscite. Le référendum peut dégénérer en plébiscite. Et les plébiscites, c'est quoi? C'est quand on vote à une majorité écrasante. Oui, les oui... Les oui l'ont emporté à plus de combien? Non, mais c'est vous qui à plus de 85%. Et quand on pose une question mal posée sur une constitution qu'on n'a pas divulguée dans toutes nos langues, pour faire un choix, il faut connaître. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas faire un choix. Si on vous donne aujourd'hui une œuvre d'art qui a beaucoup plus d'importance quand vous n'êtes pas spécialiste, vous allez considérer que ça n'a pas d'importance. Vous aviez dit que la Constitution a été changée en 2011. Oui, je vous démontre. On peut dire qu'il y a une révision, mais à travers la révision, on change la Constitution, on la modifie. On considère qu'il y a modification quand on a vidé la Constitution de sa substance. Le camp du non aujourd'hui, qui avait changé la Constitution en 2011 avec leur laboratoire et leurs spécialistes. Pas changé. Je vais vous démontrer qu'il y avait... Révisé. Je vais vous démontrer qu'il y avait changement. C'était l'article 149 qui a été bougé. Qui disait l'article 149. Le pouvoir judiciaire comprend les cours et tribunaux ainsi que leur parquet. C'était ça la formulation de 2006. En 2011, on va enlever les parquets du pouvoir judiciaire pour les soumettre à l'exécutif. Et désormais, on dit que le pouvoir judiciaire comprend les cours et tribunaux, on a enlevé les parquets. Très bien. Alors que dans les dispositions dites verrouillées, on dit qu'on ne peut avoir aucune révision portant atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Alors, quand vous avez enlevé les parquets du pouvoir judiciaire, vous avez modifié la notion du pouvoir judiciaire. Parce que le constituant originel a dit que le pouvoir judiciaire, il l'a défini. Cours et tribunaux ainsi que parquet. Et vous, pouvoir dérivé, qui ne devait que réviser dans les limites de ce que le constituant a dit, le pouvoir originel,
qui vous a interdit de toucher à l'indépendance du pouvoir judiciaire, vous l'avez fait. En l'ayant fait. Est-ce que le fait d'enlever les parquets, vous avez un frein à l'indépendance de la justice? D'abord, non seulement on a un frein à l'indépendance de la justice, mais aussi on a vidé les contenus d'un pouvoir. Parce que c'est le constituant qui a défini le pouvoir judiciaire, qui comprend les cours des tribunaux ainsi que les parquets. Ça, c'est le constituant originaire. Et qui vous a dit, vous ne pouvez pas toucher à l'indépendance de ce pouvoir. Et donc, vous avez changé la compréhension du pouvoir judiciaire. Et donc, quand vous changez la compréhension, donc, vous ne révisez plus, vous modifiez. Est-ce qu'on a porté atteinte à l'indépendance? Mais oui, parce que les parquets ne font plus partie du pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, ils sont rattachés au pouvoir exécutif. C'est pour ça qu'on les a enlevés. Sauf que c'est trop grave. Parce qu'au Congo, on va vous dire comme en France, comme en Belgique, sauf qu'en France, comme en Belgique, le magistrat du parquet n'arrête pas quelqu'un. Il n'arrête pas. Avant de l'envoyer en détention, il doit passer par un juge, qu'on appelle le juge de liberté de détention, qui décide de départ en prison ou pas. Chez nous, M. Kilolo, qui est journaliste, il suffit qu'un magistrat l'appelle de son bureau, il va le mapper pour diffamation, il ira en prison, et il ne verra que le juge 5 jours après. Donc, le parquet a le pouvoir d'enfermer quelqu'un arbitrairement, s'il le faut, sur ordre de l'exécutif, et cela pendant 5 jours. Donc, on a porté atteinte aux libertés fondamentales. Et ça, c'est une révision de 2011 par ceux-là qui vous disent aujourd'hui qu'on ne peut pas changer la Constitution. Donc, vous avez donc des choses qui ne fonctionnent pas. Là, je vous ai démontré que le changement, la Constitution actuelle, son rapport avec les sociales, qui doit apporter les sociales? C'est les gouvernants qui doivent pourvoir aux sociales. Mais quand vous avez l'instabilité institutionnelle, il n'y aura pas les sociales. Vous parlez de guerre, mais cette Constitution met en place en disant quoi? En disant qu'on doit tenir compte des représentativités nationales au gouvernement. Et c'est quoi la représentativité nationale? C'est qu'on va tenir compte de ce qu'on appelle l'espace linguistique. Et s'il faut mettre les choses en place, on va vous dire, mais les rondophones ne sont pas au gouvernement. Et d'ailleurs, on vous dit qu'on va tenir compte des minorités. Nous avons combien d'ethnies au Congo? Plus de 450. Alors, pourquoi on doit dire qu'il y a une ethnie minoritaire? Quelle est l'ethnie minoritaire au Congo par rapport à d'autres? Il n'y en a pas. Mais vous allez dire que les Banyamulènes, ils vont vous dire qu'ils sont toujours minoritaires. Et de là, ça pose problème. Alors, donc, vous comprenez qu'on a mis des choses qui ne peuvent pas appeler que déjà les gens qui disent qu'ils ne veulent pas le changement de la Constitution, mais à tous les mois, ils admettent qu'ils veulent la révision. Et pour la révision, vous avez l'envol qui vous a fait plus de 30 amendements. Vous avez les camps du Nord aujourd'hui qui a révisé en 2011. Tous ils sont d'accord sur la révision. Sauf que la différence entre eux et moi, c'est qu'il y a des matières que l'on ne peut pas réviser, qu'on ne peut que changer la Constitution. Par exemple, si nous voulons quitter le régime politique actuel, qui est un régime conflictogène, je vous ai démontré que le régime parlementaire... Oui, ça c'est bien, mais il faut tenir compte du contexte. Aujourd'hui, s'il faut changer la Constitution, il faut organiser un référendum. Oui. Vous allez organiser les référendums comment avec la situation sécuritaire? On n'est pas obligé de... Quand on a fait les élections, comment on les a fait avec la situation sécuritaire? Quels moyens, ça aussi? Personne n'a refusé d'aller aux élections parce que... Non, mais quels moyens? Vous ne pouvez pas sortir des élections coûteuses de 2023 vers les référendums, je ne sais pas, en 2025 ou 2026. Mais si vous estimez que... Tout ça, c'est beaucoup d'argent. Si vous estimez que alors que cet argent, vous pouvez le mettre pour la réfection de routes et puis autre chose. Bon. Et surtout que les mandats, il nous reste quelques années pour terminer. Déjà, ceux qui le disent, je leur oppose un argument contraire. Personne n'a refusé, commençant même par celui qui se veut chef de l'opposition, qui parle. Personne n'a refusé d'aller aux élections parce que l'Est était occupé. Tout le monde est allé aux élections pendant que l'Est était occupé. Donc, alors vous voulez organiser les référendums? Si vous permettez, je vais vous... Avec, non, moi je ne suis pas d'ailleurs je ne suis pas d'ailleurs pour référendum. Déjà, je vous démontre la malfaçon de notre Constitution qui souffre d'une maladie congénitale. Alors vous voulez quoi pour Je vais vous démontrer. Quand vous prenez notre Constitution, on va vous dire qu'il faut renforcer le mécanisme d'empêcher sa modification intempestive ou sa révision.
Et on vous dit tout de même que par 100 000 signatures, on peut arriver à 100 000 personnes. Au Congo, ça ne veut rien dire. Ils ont copié l'histoire de la Suisse. Alors maintenant, oui, allons-y, soyons maintenant pragmatiques. Je suis pragmatique. Ah oui. Donc, par rapport au référendum, oui. Vous dites que... Alors, je vous ai démontré qu'on a fait les élections sans tenir compte de ce qu'on appelle la guerre. Et puis, en même temps, mais la Constitution est claire là-dessus, la même. On peut adopter par forme dite simplifiée. Ça voudrait dire, c'est quoi le référendum? C'est une démocratie directe. Ça veut dire qu'on peut s'adresser, le peuple peut exercer son pouvoir directement, c'est ce qu'on appelle les référendums, ou par ses représentants indirectement. Qui sont ces ces représentants? Les représentants, c'est qui? C'est les élus du peuple, c'est les députés. Maintenant, Rutshuru Masisi ne vont plus mais se nous avons retrouver des dans députés. cette Est-ce qu'aujourd'hui... Ils ne vont plus se retrouver dans ces constitutions. Et en plus de cela, lorsqu'on dit changement, oui. Et ceux qui sont là, les nouveaux députés, à un moment, ils doivent aussi tomber. Parce que c'est un nouveau régime, c'est la 4e République. Il faut qu'il y ait de nouvelles autorités. Oui. Alors... Mais ça veut dire qu'on va organiser tout ça dans la commission. Il faut organiser les élections, simple. Tout ça. Le moyen, il y a un problème de moyens, M. Moubiaï. Vous ne tenez pas compte de tout ça. Non, les moyens. Déjà, vous parlez des moyens. Il y a un je vais vous démontrer. C'est que lorsque vous changez la Constitution, vous devez d'abord organiser les référendums. On n'est pas obligé d'organiser le référendum. On peut adopter la Constitution par une forme dite simplifiée. Ça veut dire par les deux chambres réunies en congrès. Et vous parlez de moyens. Il y a beaucoup de détournements actuellement. Mais la fameuse constitution que vous prenez, vous savez qu'il y a un ancien Premier ministre, on a eu difficulté à les juger parce qu'on a perdu tout le temps sur la compétence ou pas de la Cour constitutionnelle à juger l'ancien Premier ministre. Vous avez eu un arrêt d'Ikaloba qui vous a dit qu'il était incompétent. Heureusement que ça a été rattrapé par l'arrêt d'Ikamoleta. Vous êtes allé à la cassation, on vous a dit que la cassation était incompétente. Donc vous avez eu les cas où la Cour constitutionnelle se déclare incompétente et la Cour de cassation se déclare incompétente. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à quelqu'un qui a volé, il reste libre. Non, il ne faut pas dire qu'il a volé, il faut dire présumé. Hein? Présumé. Oui, parce que vous n'êtes pas juge pour le condamner. Et en plus jusque-là, il n'y a aucun jugement dans ce sens-là. Alors vous n'allez pas aller accuser gratuitement c'est parce que... une notabilité comme celle-là. Monsieur Kilo, comment? Quelqu'un qui est présumé voleur n'est pas une notabilité. Non, c'est une notabilité. Vous n'allez pas. Non, quand on est présumé voleur. Oui, allons-y. Moi, je ne fixais pas mon débat sur la tête d'une personne. Oui, allez-y. Je vous démontrer au travers de ce cas-là que notre constitution est frappée d'une maladie congénitale. Je vous donne l'exemple. Ça veut dire que vous avez un ancien Premier ministre. À un moment donné, quand il se retrouve à la Cour de cassation, il dit la Cour de cassation... Ça, c'est du fixisme sur une personne. Alors qu'il y a beaucoup de cas de détourneurs. Hein, il y a j'y arrive. Si vous me laissez vous répondre... Je n'aimerais pas qu'on aille sur des personnes, non, en dehors de ça. Qu'on ait beaucoup plus sur des matières. Je ne suis pas sur des personnes. Oui, allez-y. Je vous démontre, je prends un cas pour vous démontrer les dysfonctionnements de notre système. Donc, je ne me fixe pas sur la personne. Ça voudrait dire que nous avons eu les cas comme celui-là, où la Cour de cassation s'est déclarée incompétente et la Cour constitutionnelle également. Et quand vous prenez l'article 161, quand il y a incompétence par deux juridictions différentes, ça s'appelle conflit de compétences. Comme ils se sont rejetés, ils ont dénié l'incompétence. Chacun s'est déclaré incompétent, c'est un conflit de compétences négatif. Alors, notre constitution ne prévoit pas les cas où, parce que le tribunal est des conflits de compétences dans notre pays, nous n'avons pas une injection de conflit de compétences, c'est la Cour constitutionnelle qui est cour habilitée à résoudre le cas des conflits de compétences. Sauf que dans cette constitution, à l'article 161, on prévoit les conflits de compétences entre les conflits d'éjection des mêmes ordres, judiciaires ou administratifs. Mais on ne prévoit pas les conflits entre la Cour de cassation et le Conseil d'État. On ne prévoit pas la solution en cas de conflit. C'est pour ça que je vous dis, nous avons connu ça. On ne prévoit pas les cas de conflit entre la Cour constitutionnelle elle-même et le Conseil d'État ainsi que la Cour de cassation. Donc il y a un vide juridique. Et pour résoudre tous ces problèmes-là, il va falloir, n'est-ce pas, changer la Constitution parce qu'il y a des réformes qui nécessitent nécessairement les changements de la Constitution. Et enfin, au-delà des articles par article, au lieu d'aller article par article, enfin, moi je m'interroge. Quand moi, mes enfants me demandent
Papa, quand nous entendons notre histoire politique, on dit que notre héros national, Lumumba, dit un jour, l'histoire du pays sera écrite non plus à Sand City, mais à Kinshasa. Alors, aujourd'hui, nous savons que notre constitution a été rédigée à Sand City. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit parfaite ou la meilleure des constitutions, mais elle pêche par le testament de notre héros national. Et quand vos fils vont vous demander demain, ou vos arrière-petits-enfants, disent, mais c'était héros national. Il a dit qu'un jour notre histoire doit être écrite sur notre sol. Pourquoi nous n'écrivons pas notre histoire sur notre sol? Qu'est-ce que vous allez répondre? Vous savez que nous ne sommes pas éternels, nous passons. Et quand on rédige des constitutions, c'est pour des générations futures. Parce que vous savez la différence entre un homme politicien et un homme d'État, c'est qu'un politicien, lui, réfléchit par rapport aux échéances électorales. C'est pour ça que tout le monde dit, non, Tshisekedi veut faire le mandat. Mais alors qu'un homme d'État, je considère que Tshisekedi est un homme d'État, il réfléchit pour les générations futures. Et là, dans ce cas, quand vous changez, oui, lui aussi pourra briguer un autre mandat. Tout ça, ce sont des questions qui vont être débattues. Et c'est ce qui énerve même certains... Mais pourquoi les gens s'énervent et qu'ils ne veulent pas le débat? Certaines personnes... Écoutez, on avait toujours dit, et on a fait beaucoup de guerres à Kabila pour dire, on l'accusait qu'il voulait se maintenir au pouvoir en changeant la Constitution. Merci beaucoup. Je finis une seconde, juste une seconde. Oui, terminé. On disait que Kabila voulait changer la Constitution, c'est pour ça qu'il y a eu ce qu'on appelle la loi du sang. Et aujourd'hui, la preuve a été prouvée, le contraire, Kabila n'a pas changé la Constitution. Et pourquoi aujourd'hui on continue dans la même recette en faisant penser à Tshisekedi alors que nous avons des évidences? Non, parce que lui-même, le président Tshisekedi s'était battu pour la non-révision de la Constitution sous Kabila. Il s'était battu pour la défense de la Constitution. Non, si on peut le revoir aujourd'hui... C'est une erreur d'interprétation. C'est une erreur d'interprétation. M. Tshisekedi s'est battu, non pas par rapport à Kabila, mais s'est battu par rapport à un système. Non, par rapport à la Constitution. On a vu, ne touchez pas à la Constitution. Mais cette Constitution-là... Et aujourd'hui, il dit que c'est la mauvaise. Pourquoi, en ce moment-là, il ne fallait pas toucher à la Constitution? Le contexte est différent. Non. Parce qu'en ce moment-là... C'est le même contexte. C'était du deuxième mandat. Aujourd'hui, encore, c'est le deuxième mandat. Aujourd'hui, le président dit que c'est la mauvaise Constitution et n'est pas bonne. Alors que c'est la même Constitution sur laquelle il a prêté serment. C'est la même Constitution sous laquelle le feu Tshisekedi a prêté serment. Mais en quoi elle est mauvaise? Non, quand on prête serment sur la Constitution, vous savez que les Américains prêtent serment sur leur Constitution, mais il y a beaucoup d'amendements. Quand on prête le serment sur la Constitution, c'est qu'on investit des pouvoirs. Et quand on investit des pouvoirs, c'est pour amener des réformes d'un pays. Et donc, pour M. Tshisekedi, la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que nous devons quitter l'ordre ancien, avec l'alternance qu'il y a eu avec Tshisekedi en 2018. Et l'ordre ancien, c'est quoi? L'ordre ancien, c'est l'ordre de l'AFDEL qu'on nous a amené. Et cette constitution n'est que la continuité d'un ordre ancien. Et nous demandons le changement parce que quand vous voulez changer l'ordre colonial à l'indépendance, vous devez nécessairement changer la Constitution. Merci beaucoup, M. Oscar Moubiaï. Pour vous, vous ne voulez pas de la révision constitutionnelle, vous voulez les changements de la Constitution. Voilà. Réponse certainement. Monseigneur Donatien Cholet, ou l'Église catholique, voire la Cinco, qui voulait à tout prix qu'il n'y ait pas de révision constitutionnelle. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sous Télé 50. Les débats continuent encore dans vos maisons et nous sommes prêts pour vous recevoir.